Témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe, dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h, vous êtes dans Point, encore une fois, toutes les semaines, tous les lundis, votre rendez-vous hebdomadaire, avec PO toujours ? Oui, c'est vrai, bonsoir. Oui, c'est vrai, il est là, toujours, non pas toujours. Bah, depuis que j'ai repris, quasiment toujours. Quasiment toujours. On est sans Gabi, voilà, vous avez l'habitude, on switch, j'ai du mal à articuler ce soir. Et on reçoit Agathe, comment tu vas Agathe ? Ça va et où ? Ça va. Ça va super. Agathe, tu vas nous raconter un petit peu ta vie. Tu as 24 ans, tu es ingénieur en dépollution des sols, c'est bien ça ? Absolument. Mais ce soir, tu n'es pas là pour nous parler de ça, tu es là pour nous parler de ton bénévolat chez les scouts et guides de France. Tu accompagnes des groupes dans l'Oise et tu encadres des jeunes depuis plusieurs années. On va parler donc de ce que sont vraiment les scouts, loin des clichés, de ce qu'on y apprend, de ce que ça apporte et de pourquoi on y reste parfois toute une vie. C'est bien ça ? Oui. Eh C'est bien, vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui restent longtemps. Oui. Très longtemps. PO, tu as une petite expérience aussi de scout, il me Ça semble. fait depuis mes 11 ans que je suis au scout. Donc tu vas pouvoir nous indiquer aussi un petit peu. Peut-être, ouais, compléter, mais j'ai pas encore la même expérience qu'Agathe, donc on Agathe, va laisser les professionnels les parler. professionnels C'est ça. qui discutent. Agathe, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi, s'il te plaît ? Par rapport au scoutisme, je suis une personne enthousiaste à l'idée d'en parler, très volontaire. Et ouais, c'est vraiment un engagement qui t'anime au quotidien, mais je trouve que c'est des valeurs qui se retrouvent beaucoup justement dans ton quotidien, dans ta manière de voir le monde. On va dire que c'est plutôt une manière de percevoir le monde différemment et d'appliquer de faire évoluer des liens avec les gens en vrai que tu n'arrives pas forcément à faire évoluer comme ça avec n'importe qui que tu croises dans la rue, on va dire. Donc, voilà. Ok. C'est quoi la place du scoutisme dans ta vie aujourd'hui ? J'ai du mal à articuler aujourd'hui. C'est un peu de fatigue. Peut-être la fatigue de Gabi. Je pense que le S et le C du scout, tu sais, ces deux consonnes et tout, c'est compliqué. C'est quoi la place du scoutisme dans ta vie aujourd'hui, du coup ? Excuse-moi. Elle est assez grande. C'est vrai qu'en termes d'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas toujours évident. Que si j'ai des temps libres en pro, il peut m'arriver de travailler du scoutisme. Ok. Mais en termes de temps libre, en fait, maintenant, j'essaie de taffer un peu plus ce côté de vraiment prendre du temps perso et casser un peu les scouts. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu mon deuxième travail non rémunéré. Parce que aussi, cette année, j'accumule 2 missions, donc forcément, ça prend du temps. Mais dans tous les cas, si t'es passionné, tu te donnes assez à fond. Et en fait, dès que t'as du temps libre, t'as envie de travailler quelque chose ou de rappeler quelqu'un, de rebosser une autre idée, un projet. Donc, c'est un peu ton quotidien. Donc t'es scout depuis tes 7 ans, c'est bien ça ? Oui. Comment est-ce que t'es tombé dedans ? Est-ce que c'est un choix personnel, un choix familial ? Est-ce que c'est une tradition aussi familiale peut-être ? Dans l'idée, ouais, c'était le fait que ma grand-mère avait déjà été scout, mais c'est plutôt scout unitaire de France, donc voilà, le côté un peu plus catho. Ma mère avait fait quelques années, elle avait été chef-ten rapidement, enfin, elle n'est pas restée si longtemps. Mon frère, du coup, a été mis au Scout et Guide de France quand il avait 8 ans, parce qu'il n'y avait pas encore la petite branche des 6-8 ans, et on a déménagé. Et dans tous les cas, moi, j'ai toujours voulu faire tout ce que mon frère faisait, à part genre le foot, le rugby. C'est un grand frère ? Un grand frère. Ok. Donc voilà, j'ai souvent fait ce que voulait faire mon grand frère. Et quand j'ai vu qu'il s'amusait bien, je me suis dit, je veux y aller. Mais il n'y avait pas encore ma tranche d'âge, enfin, j'étais trop jeune pour y aller, donc normalement, je devais attendre encore 2 ans. Et finalement, j'ai eu qu'à attendre 1 an, parce que quand on a déménagé, voilà, ils ont ouvert la plus jeune tranche d'âge, les 6-8 ans, c'était nouveau, c'était en test. Là, on a déménagé dans le Poitou-Charentes, à Niort. Et du coup, voilà, j'ai pu intégrer plus vite que ce que j'avais prévu, donc moi, ça m'allait bien. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié la vie dans la nature, faire de ses mains, rencontrer d'autres jeunes. On va revenir là-dessus justement pour expliquer un petit peu aux gens, peut-être que on sait que c'est très cliché aussi des fois dans des films, etc., les représentations des scouts. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est précisément, un peu plus en détail par rapport à ce que les gens voient ? Il y a beaucoup de différences, je pense. Ce que c'est d'être scout, finalement. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Comment on devient scout ? Le quotidien d'un scout, etc. Enfin, vulgariser, quoi, en gros. Dans l'idée, le scoutisme, c'est l'éducation de la jeunesse. Donc en fait, ça vient compléter normalement l'éducation que tu reçois par rapport à l'école et par rapport à ta famille. D'accord.
c'est réfléchi dans ce sens-là. En fait, dans d'autres pays, c'est vraiment considéré en tant que une éducation reconnue, et genre, c'est pas tout le monde doit adhérer au scoutisme, mais tout le monde doit adhérer dans un équivalent hors école et hors famille pour t'aider à t'éduquer aussi à en fait, être ensemble et vivre des activités. Donc, il y a plusieurs mouvements de scoutisme en fonction des religions. Il y a des laïcs, il y a pas de souci, il y en a pour tous les goûts. Venez. Non, l'idée c'est que c'est vraiment une école de la vie où on va apprendre beaucoup le vivre ensemble. Donc on peut avoir c'est des uniformes particuliers en fonction des mouvements, plus ou moins colorés. Voilà, nous on nous appelle parfois les Smarties parce qu'il y a du vert clair, il y a du orange, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert foncé, il y a du violet. Les foulards aussi sont parfois assez colorés. Mais c'est beaucoup revenir un peu à ses sources de la nature, se déconnecter de son téléphone, apprendre à faire des choses de ses mains. Et là, qu'on soit fille ou garçon, c'est vraiment... nous, on est majoritairement mixte. Mais voilà, encore une fois, dans d'autres mouvements, il y a des filles d'un côté et des garçons de l'autre, qui n'empêchent pas d'éduquer de la même manière, dans le sens où on a tous quelque chose à apporter dans le vivre ensemble. On apprend aussi à mieux se connaître, parce qu'on grandit dans le mouvement, on grandit avec les autres. Donc apprendre à gérer son corps, apprendre à mieux manger, ça peut être bio, local, tout ce que vous voulez, mais ce rapport aussi avec la nature. Il y a la spiritualité, du coup, qui compte, mais ça peut être religieux, donc axé sur une religion particulière, ou ouvert plus en général, reprendre des valeurs et réfléchir par rapport à ça, par rapport à des textes neutres ou tirés d'une religion, mais qui peuvent être analysés d'une manière différente et qui sont censés parler à tout le monde. Donc, PO, est-ce que tu es raccord avec ce qu'elle a dit pour toi, ta propre expérience, justement? Carrément. Moi, j'ai fait 2 expériences. J'ai une première expérience dans un mouvement qui est les Scouts d'Europe. D'accord. Donc là, on va, comme ce qu'elle disait, avec les Scouts unitaires de France, donc les SUF, c'est un peu plus branché autour de la religion. D'accord. Il y a un autre uniforme et tout ça, plus chargé. Ok. Différent, parce que chez les Scouts de France, il y a foulard et chemise qui sont la tenue, on va dire, obligatoire. Le reste, c'est propre à chacun. Là où chez les Scouts d'Europe, il y a le béret, ce qu'on va retrouver un peu plus dans les clichés, le béret, le pull, la chemise, le ceinturon, le short, les chaussettes, les chaussures. Ouais, d'accord. Voilà. C'est vraiment l'uniforme complet, quoi. Très, très réglementé, très, très précis. Mais oui, non, sinon, c'est des trucs que j'ai vécu aussi. Et du coup, toi, tu as commencé à 7 ans. Est-ce qu'on peut commencer n'importe quand? Et est-ce qu'on est tout le temps jeune ou pas? On peut commencer maintenant à 6 ans. On est un peu, normalement, le seul mouvement à avoir ouvert dès 6 ans. L'idée est que dans tous les cas, on peut devenir scout à n'importe quel âge, donc encore une fois dans n'importe quel mouvement. Donc même à 50 ans, en fait, ça nous arrive beaucoup qu'il y ait des parents qui soient embarqués dans le truc en mettant leurs enfants, qui n'ont pas forcément été scouts eux quand ils étaient jeunes. Et je trouve ça très beau. Et du coup, on peut arrêter son engagement quand on veut. Moi, je considère qu'en vrai, on reste, comme on dit, scout toujours. En vrai, non, c'est prêt à la fin, mais en vrai, on reste scout toute sa vie. Normalement, c'est des valeurs qu'on porte intrinsèquement, qu'on est censé valoriser dans son quotidien. Donc, même si tu portes plus la chemise et le foulard, t'es toujours scout et t'es toujours censé porter comme ça les valeurs, aller vers l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. C'est un état d'esprit que tu peux aborder dès ta naissance si t'es vraiment ouvert. Donc, c'est un mode de vie, un mode de pensée, en fait, finalement. Et une autre éducation à la jeunesse, comme tu disais. Par rapport au cliché, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que pour toi, l'image du scout est encore trop discrète par rapport aux gens dans leur tête, en gros? Tu vois, par exemple, moi, je pense quel est le film dans lequel il y a un scout, là, tu sais, c'est pas le Là-haut Disney. Non, oui, là-haut. Voilà. Ah oui. On voit en fait un jeune qui veut aider les gens à traverser, etc., qui a un max de badges sur lui, qui les collectionne, etc. Est-ce que c'est ça un peu le cliché encore aujourd'hui, ou est-ce que ça l'a déjà été même, ou pas du tout, vraiment rien à voir? C'est vrai que, on s'est déjà amusé, peut-être plus quand j'étais jeune, à justement demander aux gens à faire vraiment ce truc de micro-trottoir de qu'est-ce que vous en pensez des scouts, c'est quoi les clichés pour vous? Et il y avait souvent tu vas faire caca dans la forêt, il y a justement l'uniforme, donc plutôt le béret, le foulard, etc. Donc il y a des trucs, c'est vrai, forcément, on fait des toilettes dans la forêt, on creuse nos petits trous, on fait nos petits trucs. Après, comme on a des uniformes différents, des mouvements différents, voilà, on n'est pas forcément tous hyper catho.
On n'est pas forcément tous à se balader à 24 dans la forêt. Il y en a maintenant, ils sont devenus un peu plus scouts de ville. Soit. Soit. Niveau... T'as pas l'air. Il y a l'air d'avoir un peu une différence non, entre les deux, non? parce que maintenant que j'ai mis un pied dans les scouts de Paris, c'est vrai que c'est plus compliqué en fait d'aller trouver un terrain vraiment avec de la verdure. Enfin, t'as toujours des parcs et tout, mais si tu veux vraiment aller camper, on se bat tous sur les terrains. En fait, tout le monde vise un peu les mêmes. Donc c'est plus compliqué de vraiment vivre du scoutisme de qualité qu'à Beauvais. C'est plus simple de trouver un champ. Enfin, t'as toujours un agriculteur qui est sympa, qui te laisse un champ et c'est pas un débat en fait. Pour ce qui est de tout ce qui est écusson, insigne, alors c'est plutôt le cliché des scouts américains qui ont cette écharpe avec plein de petits insignes à mettre à chaque fois. Genre justement, t'as l'impression que c'est vraiment j'ai fait traverser une mamie. Il y a un écusson spécial faire traverser une mamie, tu vois. Tu dis c'est fou. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais ils ont quand même pas mal d'écussons assez spécifiques. Nous, dans notre mouvement, on va dire qu'on se base sur 6 axes de progression personnelle qui permettent d'avoir des écussons particuliers en fonction de la tranche d'âge. Là, par exemple, c'est les pierres du carnavant, c'est des choses spécifiques. En fonction de ce que tu développes. Après, on aime bien, on dit souvent que la chemise, elle fait un peu sapin de Noël derrière. Enfin, devant ou derrière, ça dépend, tu peux les mettre devant, derrière. Il y en a qui ont une règle spécifique, mais en vrai, il n'y a pas de règle écrite. Moi, là, j'en ai par exemple plus dans le dos. Et c'est vrai que souvent tu gardes un peu ces souvenirs des camps que t'as fait, ou parfois en fonction du lieu tu peux avoir un écusson, genre les chefs achètent pour tout le monde, ou des événements, genre quand on participe à l'assemblée générale de notre mouvement, il y a cet écusson assemblée générale, il y a l'écusson du centre de formation, enfin voilà, il y a plusieurs trucs comme ça qui marquent aussi tes étapes dans le mouvement et qui permettent parfois de retracer ton parcours comme ça juste en lisant ta chemise, et c'est assez marrant à voir, quoi. Tu dis qu'il y a des différences aussi entre États-Unis et France. On sait que le scoutisme en général, ça vient des États-Unis justement, non? C'est pas ça? C'est anglais? C'est anglais? C'est britannique? Ouais, c'est britannique. Plutôt britannique. Mais en tout cas, le pays dominant, ça reste les États-Unis. Moi, j'ai essayé de creuser, j'ai trouvé quelques chiffres. Vous me dites après si c'est faux ou si c'est vrai, mais qui date de 2008, qui disait que la communauté des scouts aux États-Unis était de 9 500 000. Alors qu'en France, seulement 180 000. Donc il y a quand même un écart quand même assez énorme. Après, je connais pas du tout les différences entre... tu me disais que c'était plus religieux aussi, les scouts d'Europe, PO. Ouais. Potentiellement, c'est quelque chose déjà qui est religieux de base, le scoutisme, plutôt protestant, il me semble, quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore très présent encore en Europe, justement, comme tu le disais? En fait, comme l'a dit un peu Agathe au début, il y a aujourd'hui plus cette recherche d'apporter une éducation à côté. Et forcément, il y a plein de mouvements différents qui ont un peu leur manière pour eux d'apporter cette éducation. Et du coup, il y a des mouvements qui vont se concentrer peut-être plus sur des questions. Beaucoup de mouvements scouts qui vont être au bord de la mer vont avoir peut-être cette réflexion-là sur la nature, sur la protection de l'eau, sur du coup l'environnement et tout ça, mais qui peuvent avoir des racines parce les scouts ils ont la même origine, et à l'origine du coup c'était Baden-Powell qui a du coup créé le mouvement en Angleterre à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Je la regarde parce que 1907, j'ai toujours un doute, mais c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. J'ai Même 1907. avant la première en fait. Ah, 1907. 1907 par Absolument. Baden-Powell, ouais. Bah, voilà. Mais du coup, même si on a la même origine, après on a tous les mouvements ont leur manière d'interpréter ça et de le transmettre. Et du coup, certains vont... Nous, je pense, vu qu'on est un peu plus dans une partie campagne à Beauvais, on va plus aller orienter les jeunes, à les faire sortir de chez eux, sortir des villes, justement, aller découvrir un peu la nature, la campagne. Là où, sur des grosses villes, Lyon, Paris et tout ça, ils n'ont pas cette opportunité-là. Donc, ils vont peut-être plus s'orienter vers l'entraide, le partage, des valeurs plus sociales, on va dire, avec les gens et pour les gens. Donc, c'est ça qui va être plus coup de ville, justement, comme tu disais, en gros, ouais. Moins proche de la nature, mais aussi plus dans l'humain que... Ouais. Pour en revenir aussi sur les chiffres du coup que j'indiquais tout à l'heure, donc on a des grosses communautés aux États-Unis, mais aussi en Indonésie, en Inde, aux Philippines, au Royaume-Uni aussi évidemment du coup. Est-ce que ces communautés-là qui sont beaucoup plus grandes influencent aussi les scouts de France, les scouts d'Europe peut-être? Est-ce que vous retrouvez des similitudes qui reviennent? Je sais que les États-Unis peuvent influencer aussi certains autres pays sur plein de sujets. Est-ce que le scoutisme en fait partie? En soi, c'est né en France avant les États-Unis. Donc, déjà, on avait le débat de comment on fait évoluer chez nous, comment on fait vivre avec l'évolution de la société.
Et d'où les scissions qu'il y a eu entre justement Scouts d'Europe, Scouts unitaires de France et Scouts et Guides de France, Ok. principalement. Je dirais que notre mouvement Scouts et Guides de France, en tout cas, évolue déjà par lui-même parce qu'on fait beaucoup on fait beaucoup vivre le mouvement de manière démocratique, on fait beaucoup remonter les choses par les jeunes et du coup on fait évoluer ça par rapport à ce que les jeunes nous font monter, les chefs nous font monter et le territoire après et tous les échelons qu'on a créés. Donc en fait on est assez indépendant dans l'évolution. Ok. On n'a pas trop connaissance. Autant en Europe on peut se vider les uns les autres et on a pas mal de petits conciliabules, donc on a peut-être plus une vision de ce qui se passe à côté. J'avoue que moi les Américains je me penche pas trop sur le sujet. Enfin, je veux dire, on les voit assez Oui, déjà bien sûr. partout. Non, mais donc, évidemment, c'est bon. je reste sur États-Unis parce que je voyais le plus gros chiffre, mais ça peut être n'importe quel pays d'ailleurs. Je me rends pas compte. En fait, je sais que par exemple, tu vois, j'avais étudié les YMCA, justement, c'est Young Men Catholic Association. Ok. Et donc, c'est une forme de scoutisme, mais qu'on les voyait pas vraiment comme nous. Enfin, il y avait plus, voilà, ce côté, je sais pas si c'est encore actuel, mais je sais qu'il y avait un truc un peu en mode masculiniste. Donc, D'accord. c'était pas trop notre délire. Mais donc, je pense que même eux, en fait, il y a plein de trucs différents. Et du coup, on sait pas trop ce que nous, on mettrait vraiment dans le scoutisme comme on le voit. Ouais. Et par contre, pour ce qui est du côté Indonésie, Philippines, etc., c'est ce que je disais, le fait que c'est dans ces pays-là, pour le coup, c'est vraiment reconnu comme le fait que ça apporte quelque chose à l'éducation. Et donc, c'est beaucoup plus ancré dans la culture et dans les choix que tu fais de ce que tu fais à côté de l'école et de la famille. Ok. Donc c'est pour ça là que ça a du sens que ça prenne vraiment de l'ampleur, parce que c'est vraiment ancré dans les coutumes et que c'est pas juste attends je fais foot ou je fais scout. Ok. Donc on retrouve vraiment quand même des cultures différentes en fonction des pays un petit peu. Il y a vraiment une culture française qui est marquée dans le scoutisme, du coup, avec l'indépendance que tu disais, on a notre façon de faire qui est un petit peu restée, ce que tu disais. Non, c'est pas ça. Si, non, j'étais en train d'avoir une image de quand on fait justement des rassemblements parfois à plusieurs. Par exemple, une fois, il y avait plus de beurre salé, je crois, et du coup, en bon français, il y a eu une manifestation, principalement des Bretons, pour qu'on ait un réapprovisionnement de beurre salé. Donc en ça, je pense qu'on est bien français. D'accord, ok, oui, je vois très bien. Et sur les rassemblements dont tu parles, c'est du coup à une échelle nationale, si chaque mouvement vit un peu sa manière, le scoutisme, ou est-ce que des fois ça peut aller plus large que le pays, soit même en Europe ou peut-être même mondial, où d'un coup tu te retrouves face à un scout américain, un scout philippin, et t'es en mode ah bah bonjour, nous, on fait la même, on fait pareil, mais différemment, mais on fait la même chose. Absolument. Déjà, du coup, on a des réunions justement différents échelons, que ça soit donc ton unité, c'est ton petit groupe avec ta tranche d'âge, t'as ton groupe, donc l'endroit local où tu vis, t'as le territoire qui est souvent basé sur un département, à part genre vers Lyon, Île-de-France et tout, les grosses villes. Souvent, c'est divisé déjà en plusieurs territoires qui regroupent une dizaine de groupes. Et après, on a du coup ces événements qui peuvent être nationaux, donc souvent on fait un grand rassemblement qu'on appelle Jamboree et qui va souvent se limiter à une tranche d'âge. Donc, par exemple, on a eu les 14-17, mais en vrai, c'est même jusqu'aux 14-20 qui étaient invités cet été. Et là, 2027, par exemple, on va avoir un Jamboree mondial en Pologne. Et donc là, je m'attends à justement croiser bien plus de scouts, mais il faut savoir qu'il y a aussi des Jamborees au niveau européen. Le dernier devait aussi se faire en Pologne, mais Covid, donc ils en ont pas refait depuis, et voilà, il s'est fait annuler. Par exemple, celui qui était avant mondial, c'était en Corée du Sud. Et du coup, on sait qu'il y a des Américains qui étaient là. Celui d'avant, justement, pour le coup, c'était aux États-Unis. Donc, pareil, il y a encore des scouts qui étaient allés là-bas. Donc, j'ai pas eu leur retour exact. Mais en tout cas, on sait que c'est vraiment une occasion de fédérer, de rassembler les peuples. Bien sûr. Et même, en fait, justement, ça, c'est un vrai symbole de paix. Et justement, j'ai mon petit écusson Jamboree de la paix sur lequel j'ai fait mon TPE pour les anciens. Et qui était en 1947 justement cette occasion de rassembler les peuples, et notamment c'était les Français et les Allemands après la Seconde Guerre mondiale, pour dire venez, on est copains, et les scouts, on n'est pas là pour se battre, on est là au contraire pour créer un monde de paix, créer un monde ensemble et ressouder ces liens de fraternité. D'accord, ok. Toi, tu as eu l'expérience de changer de pays aussi pour aller voir les scouts en Slovénie, c'est bien ça ? Absolument. C'était il y a 2 étés. Donc avec les jeunes là, de Beauvais, on est parti en Slovénie. Donc normalement, on voulait faire 2 semaines en fait avec une unité locale. On n'a pas trouvé des gens dispo exactement sur nos dates. Donc on a fait une première semaine sur leur base nationale.
en fait. Et là, on a rencontré plutôt des scouts allemands avec qui on a fait plusieurs activités. Eux, la spécificité, c'est qu'ils étaient partis pendant leur camp, genre tout leur groupe, donc toutes les tranches d'âge réunies, y compris les adultes encadrants, équipiers de groupe. Et après, ça les empêche pas de se séparer, se scinder pour des activités plus par tranche d'âge. Mais en fait, nous, on avait... Alors, je pense à des groupes en France qui le font, mais je veux dire, moi, j'avais jamais vécu, j'en avais jamais entendu parler. Donc déjà, ça ouvre une vision de se dire, ah oui, on peut partir tous ensemble, en vrai. Pourquoi pas. Et en plus, dans notre pays, c'est assez ambitieux, mais respect. Et du coup, on a fait pas mal d'activités ensemble. Et là, justement, on a discuté de... Tiens, par exemple, on a fait... des activités, nous on leur proposait des activités qu'on fait, par exemple le béret, on a mis notre foulard au milieu et on a vu qu'ils piétinaient un peu notre foulard, ils en avaient un peu rien à faire. Et en plus le foulard de Beauvais il a du blanc donc il commence à verdir avec l'herbe et nos jeunes étaient très mal parce que ça c'est un vrai symbole pour eux et du coup on a dit au chef, on a expliqué aux jeunes que pour nous c'était important et ils ont dit que c'était moins important parce que eux, ils changent de foulard en fonction de leur tranche d'âge, donc ils le changent plus souvent, et par contre, ils gardent la même chemise. Que nous, c'est l'inverse, on change notre chemise en fonction de la tranche d'âge. Donc en vrai, on va plus salir notre chemise justement que notre foulard. Et du coup, déjà, ça nous a aussi ouvert une perspective sur les différences culturelles, alors que de base, on pensait que tout le monde fonctionnait comme nous. Oui, évidemment. Donc même sur les uniformes, ça peut vraiment changer. Ouais. Ok. Donc, très intéressant du coup de savoir un petit peu à l'international. T'avais déjà un petit peu des retours comme ça, PO? Est-ce que toi aussi t'as un petit peu voyagé peut-être Ouais. vis-à-vis de ça? On avait fait, je crois que c'était en 2018, à l'époque où j'étais encore jeune, du coup, je devais avoir T'es encore jeune. 16 ans. Non, je sais que je suis jeune, mais du coup, j'étais encore encadré par des adultes. Ok. J'avais 16 ans et du coup, on est parti en Roumanie. Et là, D'accord. nous, on a eu la chance de pouvoir se mettre en contact avec un groupe local qui était dans un petit village dans la montagne, vraiment paumé au possible. Et en fait, leur village, il dépérissait parce que il y a pas grand chose et du coup, il restait que les personnes âgées. Ce groupe scout-là qui était là, donc avec les jeunes de toutes les familles du village. Et du coup, on les a aidés à reconstruire le village. On a organisé un grand festival là-bas. Un grand festival où c'était que ceux qui étaient présents, mais où on a fait de la musique, on leur a montré de la nourriture française, des chants français. Eux nous ont fait apprendre des danses roumaines, nous ont fait découvrir des plats typiques roumains et tout ça. Et du coup, il y a vraiment eu ce côté-là. Il y a eu une petite mésaventure pendant ce camp-là où tout le monde est tombé malade Ah oui, chez le contingent de la problème France. de plat typique roumain alors. Ouais, je pense qu'on n'a pas assez, on n'était pas assez prêt à. En tout cas, notre flore intestinale n'était pas prête. Ok. Mais ça reste une super expérience, Évidemment. super drôle, super anecdote. Mais et du coup, on a eu cette chance pendant 3 semaines d'aller en Roumanie, donc full transport en commun, parce que il y avait aussi cette réflexion-là de dire certes on va loin, mais l'idée c'est pas non plus de juste aller visiter un pays à l'étranger, c'est que le déplacement soit intelligent, pertinent. Bien sûr. Et du coup, on a fait, je crois, 40 heures de transport en commun au total pour y aller, entre Ok. les trains, des cars et de la marche un peu aussi. Mais c'était une super expérience. Génial. Il y a plusieurs tranches d'âge du coup chez les scouts, tu nous disais, toi tu as commencé à 6 ans, c'est bien ça? 7 ans. 7 ans, Mais pardon. oui, c'est la même Donc tranche maintenant d'âge. on peut 6 ans, c'est ça en fait. Oui. Avant on pouvait pas quand tu as commencé toi et maintenant on peut 6 ans. Quand j'ai commencé, je pense qu'ils avaient ouvert à 6 ans, mais jusqu'au moi j'avais 7 ans et qu'ils Ok. n'avaient pas recruté des jeunes jusqu'à 6 ans. Quoi. On était plusieurs à être arrivés comme ça parce qu'on était les petits frères et petites sœurs d'eux D'accord. et on était plusieurs arrivés à 7 ans. Du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent les tranches d'âge du plus petit au plus grand, qu'est-ce qui change quand on grandit dans le mouvement, etc. Du coup, on commence avec les farfadets Ok. qui forment la ronde de 6 à 8 ans, grosso modo. Après, on passe, qui sont en vert clair. Après, on passe aux louveteaux-Jeannette de 6 à 8 ans. De 8 à 11. De 8 à 11, pardon. Qui ont une pédagogie déjà un peu plus évoluée. On va dire les plus petits, on va plutôt leur faire un éveil à la nature, à construire de leurs mains. Les louveteaux-Jeannette, on va commencer à déjà plus axé sur le développement social, vivre ensemble. Du coup, ils vont aussi participer comme ça aux petites tâches quotidiennes. Enfin, on va les impliquer plus. Justement, apprendre plus de son corps, enfin, commencer à se positionner par rapport aux autres, etc. Après, on a du coup les scouts guides en bleu de 11 à 14 qui sont dans la préadolescence. Donc souvent, c'est un peu agras, ça commence à te répondre mal. Et donc là, on challenge un peu plus ce côté, se positionner par rapport à l'adulte. Et pareil, il y a encore ces limites du corps parce que ça commence à
il y a les hormones là qui commencent à se réveiller, donc il faut faire un peu attention. Et après, on a les pionniers Caravelle en rouge, les 14-17 ans. Là, pour le coup, on développe un peu plus l'autonomie sur la gestion de projet. Faut qu'ils fassent un projet, donc voilà, c'est soutenu par les adultes, mais c'est dans le sens de faut vraiment que ça émane d'eux, faut vraiment que ce soit porté par eux, la répartition des rôles. Enfin, en fait, c'est la base pour qu'à la fin, quand ils sortent de cette unité-là, ils passent au compagnon, donc 17-20 ans, chemise verte foncé. Et normalement, là, on monte une équipe pour... alors, le but ultime, c'était partir à l'étranger pendant 1 mois. Genre, c'était vraiment, tout le monde voulait juste partir faire ça. Et souvent, la première année, tu vas plus récolter des fonds et tu vas faire un petit projet tranquille pour faire des économies pour ta deuxième année où là, tu vas cramer tout ton argent. Maintenant, on essaie de penser les choses différemment, dire t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, faire de l'humanitaire, tu peux rester plus proche. Mais il y a cette idée de savoir collaborer avec les autres, monter un projet, même avec des gens que t'aimes moins. Ok. Parce que c'est souvent le point critique, en fait, ils sont en mode bah je t'aime pas donc je pars pas avec toi. Alors que c'est pas ça, enfin c'est pas forcément ça l'idée. Ou maintenant on ouvre à dire bah t'es pas obligé de rester avec les gens de ta ville, tu peux aller chercher des gens ailleurs et chercher des gens qui ont le même but que toi plutôt que tout le monde soit frustré parce que personne fait un projet qu'il aime. Et tout ça après normalement c'est censé t'aider aussi enfin la 3e année normalement c'était une année de service pour dire tu peux devenir chef potentiellement. Enfin tester ça et voir si ça te plaît et du coup après rejoindre une maîtrise. Donc y en a ils supportent pas les photogénettes parce que c'est pas encore assez autonome justement, il faut être derrière eux pour tout, mais au moins ils sont de bonne volonté, ils préfèrent s'occuper des bleus qui sont voilà un peu plus grands, autonomes, mais qui répondent plus. Donc enfin voilà, après en fonction de ton affinité tu peux faire différentes tranches, sachant qu'il y a toujours la possibilité derrière d'être plus en soutien de ces gens-là, d'être plus équipier matériel, d'être plus de la logie, dans du suivi, dans de l'accompagnement pédagogique, dans faire évoluer la communication. Enfin voilà, il y a plein, en vrai, il y a plein, enfin tous les domaines sont un peu représentés en lien avec la nature ou le numérique ou tout ce que vous voulez, quoi. Ok. J'ai une question qui va peut-être vous paraître stupide, vous qui connaissez, pardon. Comment on évolue chez les scouts, en gros? Est-ce que c'est vraiment uniquement relatif à la tranche d'âge ou est-ce qu'il y a des petites épreuves, pas des diplômes, mais tu sais, des épreuves, en fait, simplement? Est-ce qu'on peut redoubler chez les scouts, peut-être aussi? Je sais pas. Est-ce que c'est possible? J'ai envie de dire comme un Pokémon. Non, techniquement, en fait, c'est un peu ça parce que tu gagnes de l'expérience avec les actions que tu mènes. Donc, il y a ce côté faire des projets, donc en petite équipe et dès le plus jeune âge. En soi, parfois, c'est juste se dire, tous ensemble, on fait un plat ensemble et en fait, tu vois, on fait un plat pour les autres. Okay. Et du coup, on met tout un imaginaire, on met tout un... je sais pas, il y a quelqu'un qui va se mettre à chanter, il y a quelqu'un qui a fait les décorations, il y a quelqu'un qui du coup a coupé le repas, enfin genre des formes spécifiques en fonction du thème qu'on avait adopté, et c'est développer par exemple là la créativité, mais c'est dans tous ces axes de progression personnelle, donc ce côté rayonnement, c'est parler de ses émotions, on va dire, ce côté social, vivre ensemble, vivre avec énergie et mieux connaître son corps, son alimentation, etc. La vie spirituelle, et le côté vivre avec son temps ou avec sagesse. Donc ça peut être utiliser le numérique comme après il y a aussi le côté parler vrai, être honnête, dire des choses et s'y tenir. On essaye de développer un peu ces 6 axes de progression à chaque tranche d'âge, Okay. qui du coup se déclinent dans l'imaginaire d'un tranche d'âge qui ont des appellations différentes, mais on garde ces idées-là. Le but c'est que chaque année les jeunes aient l'occasion d'essayer d'approfondir un peu ces axes-là, donc ils choisissent et on les rend acteurs, on les accompagne, mais on va pas dire « Oh bah tiens, t'as qu'à faire ça ». Okay. Faut vraiment, encore une fois, que ça émane d'eux, parce que c'est pour qu'ils grandissent eux. Et après, on célèbre ensemble, on fait « Ok, est-ce que tu penses que t'as répondu aux objectifs ? Ok, super, bah tiens, t'as gagné ton truc. » Et souvent, on fait une célébration un peu avec tout le monde, pour dire « Regardez, on est tous fiers, vous avez tous, ou pas tous, fait ce qu'il faut. » Il y en a qui veulent pas forcément prendre le risque de développer quelque chose, qui prennent pas le temps, tant pis. Enfin, je veux dire, ça compte aussi et ils apprennent quand même aussi des autres. Tant mieux. Dans l'idée, donc après, c'est vraiment les encourager à faire de leur mieux. C'est un peu ça la devise globale. Donc j'ai envie de dire qu'on apprend par tous les camps, par toutes les petites missions qu'on tient, parce que dans les équipes, parfois après, on te dit, tiens, toi, tu vas plus gérer l'intendance. Tiens, toi, tu vas plus être sur la créativité des animations, le spirituel, etc. Donc ça les fait prendre en responsabilité avec le temps
Et ça reste des compétences qui sont utiles, du coup, comme on disait, dans la vie quotidienne et plus tard dans le monde du travail, mais je veux dire même à l'école, dans la vie sociale, enfin, dans la société large. Et après, je dirais que c'est plutôt par les formations, une fois que tu es adulte, où là, tu peux vraiment avoir, on va dire, un diplôme et une reconnaissance qui est un peu plus valorisée en extérieur ou des choses qui sont même à l'international. Donc, là, tout de suite, c'est quelque chose de plus concret, on va dire, qui est vraiment reconnu. Après, il y a aussi une autre branche qui va être les marins chez nous. Donc, il y en a qui font vraiment de la navigation. Et pour le coup, ils ont leur vrai carnet de bord avec la compétence du « Ok, tiens, pour avoir tel nom de niveau, tu dois avoir littéralement réalisé tel et tel truc. Enfin, tu dois savoir faire ça. » Et du coup, pareil, eux, ils passent leur petite formation de marins chaque année. Ils vont sur des camps, ils progressent là-dessus. Donc, ceux-là, ils vont être moins axés progression personnelle et plus marins. Enfin, ils mettent leur priorité là où ils veulent. Mais au moins, c'est bien carré, ça. Donc une catégorie un petit peu différente aussi, les marins. Tu disais, pour les personnes qui n'ont pas forcément atteint peut-être les objectifs aussi, ou qui n'ont pas réussi à développer, comment on peut dire, leur développement personnel en fait finalement. Ouais, ça Eux peuvent s'arrêter des en fait. affinités, Est-ce que eux peuvent être refusés aussi à l'étape supérieure? Est-ce que des gens peuvent s'arrêter comme ça de cette manière? En vrai, c'est à voir au cas par cas. Parce que quand j'étais plus jeune, on autorisait par exemple les gens qui ont sauté une classe à rejoindre l'année d'au-dessus. D'accord. En fonction de si tous tes copains sont l'année du dessus, on était là, ok. C'est juste qu'il y avait un blocage quand on était au compagnon, ou même au scout guide, si au contraire tu voulais rester avec l'année d'en dessous. Parce que, par exemple, pionnier Caravelle, il y en a qui risquaient d'avoir 18 ans au camp, et 18 ans, tu n'es plus un mineur, donc tu n'es plus censé être dans cet accueil collectif de mineurs. D'accord. Donc ça pouvait poser problème légalement. Pour le camp compagnon, c'était l'inverse, dans le sens où, pour partir à l'étranger, pour le coup, il valait mieux avoir 18 ans, pour faciliter la paperasse notamment, et les responsabilités. Et donc là, ça pouvait bloquer si justement t'es passé à l'année d'au-dessus et que tu as encore 17 ans. Ok, donc juste pour des questions de loi en fait finalement. Ouais, c'était plus du réglementaire. Ok. Après, ça se voit encore au cas par cas, ça dépend de qui dirige au-dessus et qui met le haut là. Il y a des gens qu'on autorise encore à passer l'année dessus parce que c'est avec les copains, mais on sait qu'à un moment, il va peut-être y avoir un blocus. D'accord. Donc voilà, ça s'étudie. Pour le fait de... En tout cas, on fait pas forcément sauter des années parce que t'es plus mature que les autres. Okay. On essaie vraiment de rester dans la tranche d'âge en mode toi t'as des choses à leur apprendre et eux aussi ils ont peut-être des choses à t'apprendre. C'est l'objectif aussi. Hein. Et par contre, c'est vrai que ça arrivait à des gens de pas forcément passer tout de suite dans la tranche d'âge au-dessus parce qu'on les considérait pour le coup pas assez matures. D'accord. Qu'ils avaient encore plein de choses à apprendre et qu'on les sentait pas du tout en autonomie de passer au-dessus. Et après, on a le cas parfois des personnes particulières. Donc quand t'es autiste, quand parfois t'as des maladies mentales déclarées. On a ouvert maintenant une branche qui est pas hyper développée, mais c'est plus pour des adultes avec un handicap mental, mais en soi il y a des enfants aussi qui peuvent être accueillis. Et sinon pour tout ce qui est autiste, mais qui peuvent très bien rester avec les autres personnes sans souci, on sait juste qu'il faut un accompagnement spécifique, mais que pour le coup ils peuvent peut-être passer d'année en année, mais qui feront pas forcément le camp d'été parce que c'est... 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines en fonction des dispos des chefs. Donc ça peut être très lourd à porter et pour les encadrants et pour le jeune aussi. C'est hyper fatigant en vrai d'être stimulé comme ça par les autres. Ok. Donc toutes ces petites tranches d'âge en fait qui finissent par arriver jusqu'à compagnon, du coup c'est bien ça? La dernière, donc de 17 à 20 ans. Et ensuite donc la possibilité de devenir chef pour rejoindre une maîtrise comme tu disais. Toi tu as fait toutes les branches du coup. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu avais envie de devenir chef TN du coup? Est-ce que je peux te poser juste une petite question avant qu'on parte là-dessus? Là, du coup, on a parlé de la progression des jeunes et tout ça. Et concrètement, quand on est... Imaginons, moi, j'ai 10 ans, je suis jeune scout. J'arrive, je m'inscris, mes parents ils m'inscrivent, je sais pas ce que c'est. À quoi je dois m'attendre en arrivant au scout? Genre, est-ce que tous les week-ends, je sais que des fois, pour des jeunes qui font du foot ou d'autres sports ou d'autres trucs extrascolaires, c'est genre 3 entraînements par jour, par semaine, plus tous les week-ends, ils sont au stade à tous les coins de la région. Et du coup,
Est-ce que, pareil, les scouts, c'est genre tous les week-ends, plus dans la semaine des actions? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est on se voit jamais, à part à la fin de l'année, on fait un gros truc tous ensemble? Comment je vis le scoutisme en fait dans l'année? Il n'y a pas une règle. Malheureusement, je ne peux pas répondre en une simple phrase. Ça dépend beaucoup des groupes, des disponibilités des chefs, notamment. Il y en a qui font des réunions une fois par mois et qui essayent de camper au maximum parce que ça fait partie de leur projet. On va dire qu'ils veulent axer vraiment sur vivre dans la nature et vraiment faire camper les jeunes. Il y en a qui ont des maîtrises, des chefs qui sont pas forcément très formés, très à l'aise, qui n'ont pas forcément fait ce scoutisme quand ils étaient jeunes, pardon. Et qui dans ce cas font plutôt, notamment pour les plus jeunes, les 8-11 ans, plutôt des après-midi. Donc pour le coup, ils essayent d'en faire plus souvent pour que les jeunes apprennent quand même. Donc ça peut être toutes les 2-3 semaines. Il y a rarement des choses la semaine, mais ça peut arriver. Il peut toujours y avoir un événement, des moments où les scouts sont sollicités. On dit tiens, s'il y a quelqu'un de dispo, n'hésitez pas. Mais voilà, il n'y a pas de règle particulière. Après, pour un jeune qui voudrait tester, qui arriverait, on va dire que, encore une fois, ça dépend un peu, mais on va dire, le truc classique, si c'est un week-end, ça peut être souvent, on sait qu'il y a des activités le samedi matin, donc ça commencera peut-être plus le samedi après-midi, jusqu'au dimanche midi, pour laisser encore un après-midi pour que le jeune s'en remette. Et ça va être souvent des formes d'activités. Donc on vient, on peut lancer un imaginaire, on joue dans cet imaginaire, on prend le goûter, on refait peut-être une activité. Ensuite, ça va être le temps des services. Donc voilà, il y aura l'équipe qui fera à manger, l'équipe qui se préparera pour la vaisselle, donc elle a un petit temps libre. L'équipe qui peut-être va aider à préparer un truc pour le lendemain. Rangement, etc. Il y a le fait de manger tous ensemble, de faire la vaisselle, de faire une veillée. Donc voilà, grande activité souvent aussi le soir pour se défouler et essayer de redescendre les esprits avant d'aller se coucher. Donc voilà, ça peut être une veillée classique autour du feu avec la petite guitare acoustique ou des choses un peu plus grandes où on court partout dans la nuit sans tomber. Et voilà, la nuit sous la tente, et le lendemain, classique, petit déjeuner, on range les tentes, on peut refaire des activités. On peut avoir un temps spirituel ou une messe en fonction de s'il y a une église à côté ou s'il y a un aumônier qui vient sur site. Et souvent, ça peut finir par exemple, un pique-nique partagé avec les parents pour aussi leur faire un point sur tiens, c'est ça qui a été vécu. N'hésitez pas à nous faire un retour selon ce que votre enfant aura dit. Ou parfois, ça peut même être inviter les parents dès le matin, pour participer à la messe par exemple, ou à des activités afin qu'ils voient aussi à quoi ça ressemble et dans quoi ils ont mis leurs enfants. Justement, pour voir à quoi ça ressemble, est-ce que toi, tu as des anecdotes un peu, tes meilleurs souvenirs peut-être de scout Tes meilleures bêtises. Vas-y, dis-le. Alors ça peut être des bêtises. Ouais. Moi, je suis une enfant très sage. J'ai mes parents qui me regardent, non, c'est vrai. Non, en vrai, je suis sage. Non, mais il y a toujours des bêtises de ceux qui veulent malheureusement escalader les barbelés et qui finissent à l'hôpital. Ça, c'est du classique. Idée, hein, c'est du classique. Ça arrive tout le temps. Alors, il y en a qui le font parce qu'elles ont envie de voir les pompiers. Ah oui, d'accord. Je le conseille pas. Il y en a, non, c'est juste parce qu'ils ont envie d'escalader, parce qu'un âge, t'escalades partout, sauf que la chute, nous, on la voit arriver, eux, moins. Les barbelés, déjà, c'est un indice. Il n'y a pas que la chute, moi, je pense qu'il me fait peur, tu vois. Sur l'électricité, Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, les petits fils électriques, quoi, les trucs. Les barbelés, finalement. Les barbelés électriques. Non, mais les clôtures électriques, tout le monde s'amuse par contre à mettre son doigt dessus. Limite, ils font la chaîne pour voir à quel point t'as mal ou jusqu'à où ça va. Est-ce que tu le sens encore, ça. C'est des bêtises vachement téméraires quand même. Moi, non, mais ça... c'est fou, hein. Et ça, on va charger dans un taureau, les gars. Je te jure. Non, il y a eu des trucs plus grands, des gens qui attachent un copain à un arbre et tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est là en mode, il manque quelqu'un. En Roumanie, il rentre en France, il le laisse sur l'arbre. Non, c'est pas haut, ça. Non, on a ramené tout le monde. Ok, ça va. Enfin, après, on a le droit à 10% de perte, donc je sais pas trop. Ok, d'accord. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un vieux mythe pour les encadrants et de ça. En vrai, en tout cas, à titre personnel, j'ai pas vécu des trucs débiles, j'ai envie de dire. J'ai pas fait du stop,
J'ai trop peur d'être kidnappée. Il y en a plein qui le font, moi j'ai pas fait. Après, pas forcément des bêtises, mais même Ouais. tes meilleurs souvenirs. Est-ce que des voyages peut-être qui t'ont plus marqué? Est-ce que des endroits, des beaux paysages, des moments drôles aussi avec des amis, enfin, je pense que ça devient aussi un peu tes amis, je pense, au bout d'un moment, mais... Bah, dans le positif, ouais, enfin, voilà, il y a plein de choses hyper cool. Meilleur camp en tant que jeune, c'était protéger les forêts contre les incendies. Donc en fait, déjà, tu as un t-shirt spécial et tout. Justement, tu peux aller voir les pompiers. Enfin, on avait fait un tour à un moment de la caserne. Il y avait le côté gérer la radio parce que en fait, tu avais des patrouilles à pied vers une île. On était vers Cassis. Et tu avais ceux qui étaient voilà, en 4x4. Tu avais ceux qui étaient à la vigie, qui appelaient tout le monde, qui vérifiaient qu'il n'y a rien. Donc nous, on n'a pas eu d'incendie à ce moment-là. Donc on n'a pas vu comment c'est quand c'est branle-bas de combat, qu'il faut tout ranger, qu'il faut aller s'abriter et tout. Mais tant mieux, je veux dire. Mais en fait, rien que ça, là, tu te sens vraiment utile, tu te sens concret. Quand tu te balades, parfois, tu as des étrangers, tu es là, vas-y, c'est le moment d'utiliser ses skills en anglais, en espagnol, tu baragouines tout ce que tu peux, en mode cuidado, no fumar, tout ça. Et en vrai, c'est assez excitant à vivre. Et puis, comme c'est une base, t'es pas tout seul. Justement, il y a la rencontre avec d'autres scouts. Et moi, j'aime beaucoup ces moments-là où tu peux échanger avec plein de gens, justement, sur les pratiques que les autres font. Et donc, même si on avait 14 ans, moi, j'étais trop contente de dire comment ça se passe chez vous et tout. Donc, c'était vraiment super cool. Après, dans les moments beaux, en fait, ce que je retiens, c'est au final beaucoup ce moment où t'es en cohésion avec ton équipe, en fait, avec les gens avec qui t'as grandi ou pas, ceux avec qui tu t'entends bien ou moins bien. Et souvent, c'est au moment où on fait nos promesses. Honnêtement, c'est toujours un... En fait, on va dire que les scouts, on a une loi en soi, loi des scouts et guides de France maintenant qui était uniformisée. Et du coup, en gros, c'est la loi qui nous dit de être sympa avec les autres, de faire attention à la nature, protéger la création de manière globale, mais enfin ça reprend un peu nos valeurs et donc en fait chaque action qu'on fait normalement on est censé la faire en accord avec cette loi et donc il y a toujours un moment, donc on peut la faire pendant l'année mais on aime bien attendre le camp parce que c'est le moment où on vient de passer 2 semaines ensemble, on fait souvent sur la fin, donc on est vraiment tous ensemble en cohésion, ça devient un moment très fort. Et donc souvent on se trouve un petit spot, donc ça peut être en haut d'une colline au moment du coucher de soleil et c'est vraiment un moment magique à passer ensemble où là en fait c'est le moment où on se rappelle de pourquoi on est là, pourquoi on est ensemble, pourquoi on a envie de continuer les scouts. On sort souvent une phrase justement de cette loi qui nous parle plus, au contraire qui nous parle moins et on promet d'essayer de travailler là-dessus. On a souvent un parrain ou une marraine pour nous accompagner pour recevoir notre promesse. Donc ça crée aussi des liens particuliers entre les gens. Et en fait, c'est la promesse en soi, on peut la faire dans chaque tranche d'âge. Maintenant, on parle de renouvellement. On considère que c'est la même, mais juste qu'on la renouvelle. Et quand j'étais petite, on avait un écusson différent à chaque fois et on considérait que c'était techniquement une promesse différente par tranche d'âge. Et du coup, moi, je comprenais pas. Enfin, j'en ai fait une au Louveteau Jeannette. Au bleu, on m'a dit il faut en refaire une. Je comprenais pas. J'ai déjà faite. Et ça avait moins de sens. Et au Pionnier Caravelle, quand j'ai grandi, quand j'ai fait mon camp justement de protection de la forêt, que je trouvais que ça avait du sens, en fait j'étais contente de refaire cette promesse, elle avait un nouveau sens. Ça avait ouvert une nouvelle perspective et j'étais contente de vraiment reposer ça. Et c'est vraiment des moments forts à vivre avec les gens. Et même en tant que chef, après tu refais une promesse. Bien sûr. Donc c'est vraiment stimulant quoi. Au final, tu te dis que t'es très utile sur plein de choses aussi. Ça aide à se construire du coup d'être scout. Est-ce que vous pensez que ça aide à prendre confiance en soi aussi? Est-ce que ça vous a aidé dans votre parcours aussi de confiance en vous? Toi aussi PO peut-être qui a eu l'expérience. Carrément. À quel âge t'as commencé toi PO? J'ai commencé du coup à 11 ans. 11 ans. En 3e année chez les Orange, donc les Louveteaux. D'accord. Et Louveteaux c'est la 2e tranche d'âge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Et je sais que moi au début j'étais très timide. Quand j'étais petit j'étais très timide et en fait ce que disait Agathe sur la rencontre, quand tu viens au scout, t'as pas le choix que de rencontrer des gens que tu connais pas. Bien Alors, sûr. des fois, tu peux venir parce que c'est un pote qui t'a invité ça, donc tu connais une personne ou 2 personnes, mais tu vas te retrouver avec 20 personnes autour de toi qui font la même chose que toi parce que ils sont aussi au scout, mais tu sais pas qui c'est, tu sais pas pourquoi ils sont là. Et en fait, tu vas grandir avec eux, tu vas faire. Si tu continues toutes les années, après il y en a qui partent, qui reviennent, il y en a qui arrêtent définitivement ou d'autres qui arrivent en chemin, tu vois, mais des fois, la plupart du temps, t'en as beaucoup qui font toutes leurs années d'affilée.
Et en fait, tu vas grandir avec ces gens-là et tu vas grandir et évoluer au travers des scouts avec ces gens-là. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Quand on est parti en Roumanie, je les connaissais pas, hein. Les Roumains, je savais pas qui c'était. Bien sûr. Nos chefs, ils nous avaient dit, vous inquiétez pas, ils sont cool. On a discuté avec eux. À l'époque, c'était sur Facebook et tout ça. Donc, et c'était en mode, ils sont super sympas, ça va être cool. Mais moi, je savais pas comment ils vivaient le scoutisme là-bas. Ça se trouve, ils allaient être super relous, super pas cool, super mal accueillants. J'en sais rien, tu vois, t'es un peu inquiet. Ouais. Et en fait, j'ai eu plein d'expériences comme ça où tu rencontres des gens que tu connais pas, qui, de base, font un truc qui est un peu comme toi, donc du scoutisme. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont tous des parcours de vie incroyables. Et ça te rend curieux. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai une grande facilité à aller vers les gens avec cette curiosité-là de savoir leur parcours de vie, en fait. Ce qu'ils ont fait, comment ils en sont arrivés là. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis chez Point Émission, finalement. Tu penses ? Bah, en vrai, ça joue aussi. C'est cette curiosité de savoir comment les gens ils en sont arrivés à leur parcours. Et enfin, moi, j'ai envie de tout découvrir, j'ai envie de tout apprendre, j'ai envie de tout ça, pas tout savoir parce que j'en suis loin encore, mais sur ta timeline, au final, c'est effet papillon. Bah, Du c'est scoutisme à apprendre, quoi. Bah ouais, c'est impressionnant. Et c'est vraiment ce Ok. truc-là de cette curiosité de ce qui m'entoure, en fait, des gens, du monde, de comment ça fonctionne, comment les gens fonctionnent, comment les gens évoluent, grandissent, progressent. Et du coup, je pense vraiment que tout ça, ça vient à l'époque, de mon père qui me dit, hey, va faire les scouts, c'est bien. Je fais, bon, bah d'accord. D'accord. Et aujourd'hui, on est là. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Ça me fait des petits papillons en parlant de papillons. Peut-être pas quand même, j'abuse. J'ai une petite question aussi sur la question du Covid. Comment ça s'est passé pendant le Covid Toi, t'étais encore en plein dedans, justement. Peut-être que toi, P aussi. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez géré aussi Est-ce que ça a continué, peut-être aussi ? Je sais pas si ça s'est arrêté ou dites-moi un peu. Agathe. Bah, ça s'est passé beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu penser. D'accord. En gros, alors, premier confinement, pour le coup, non. En plus, moi, j'étais en prépa, je taffais mon concours et tout. Donc, c'était un peu chacun dans son coin. Mais après, en fait, je suis arrivée à Beauvais. Donc, j'ai pris une mission vraiment là à plein temps en tant que chef-ten Louveteaux-Jeannette. Et on a eu cette deuxième partie du confinement, moitié confinement, bon voilà. On se retrouvait quand même entre chefs, de manière totalement légale. Et on faisait du coup des visios avec nos jeunes, donc avec l'aide des parents, parce que voilà, les 8-11 ans, ils savent pas trop manier des ordinateurs. C'était après moi, du coup ? C'était... Après Carole, ouais, Charlotte, tout ça ? Ouais. Ok. Pas la ref. En gros, moi, j'étais chef pendant le premier confinement. Ok. Du coup, avec les mêmes jeunes qu'elle a eu l'année d'après. Moi, j'ai fait une pause avec mes études et tout ça. Et j'ai retourné l'année d'après. Mais sur le premier confinement, on avait lancé justement, on s'est pris le truc en mode, bon, bah, on peut plus se voir. Sauf que, mais nous, on a envie de revoir nos jeunes, on a envie qu'eux, ils continuent à vivre le scoutisme. Et du coup, on a envoyé des petits challenges. Et on demandait aux parents de nous envoyer des preuves. Par exemple, construisez, si vous avez chez vous, construisez une tente, montez une tente dans votre salon et dormez sous la tente. Et Ok. du coup, il y a des jeunes, les week-ends, sur un week-end, ils installaient une tente avec l'aide de leurs parents. Et les parents nous envoyaient une petite photo où ils sont dans leur duvet, sous leur tente dans le salon, un peu Trop bien. à l'arrache. Mais Génial. et du coup, on leur faisait vivre quand même des trucs du scoutisme, comme ça. Plus des petits jeux, on essayait de garder le contact avec de la visio, avec des jeux sur Internet et tout. Mais c'est vrai que sur le coup, on était un peu en mode mince. On perd le contact humain qui est, ce que je disais, le truc principal en fait pour moi au scout. Donc voilà. Et du coup, après, Agathe a pris le relais. Mais globalement, c'est les mêmes idées. On a tous eu les mêmes idées de justement faire des défis un peu de loin. Et Rester actif vraiment quand même. ouais. Ok. Et en vrai, on sait qu'en fait, par exemple, on a vraiment fait un week-end pour le coup où on se disait, tiens, à telle heure, on se rappelle. Et entre-temps, c'est justement, t'as monté un peu ta cabane dans ta chambre. Tout le monde a préparé genre une recette de cookies et du coup, on goûtait tous avec nos cookies. On s'envoyait les photos de, tiens, qui a fait les plus beaux. Dès on a quand même fait une veillée de, voilà, on fait des jeux comme ça, on essaie de faire des jeux de loin. Mais pour le coup, d'essayer de rester quand même connectés tous sur la visio à ce moment-là. Et voilà, il y a toujours des petites parties comme ça. Le matin, pareil, de se rappeler, on fait un petit temps, on se lit un petit texte, chacun raconte un peu un petit truc, une petite anecdote qui lui est arrivée, etc. Donc c'était vraiment l'importance de garder ce lien et essayer d'être quand même en direct avec eux par des visios plutôt que juste en contact via leurs parents et des photos. Mais en vrai, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et en plus, à la fin, tout le monde a eu son petit écusson scoutisme à la maison. Là, il y a quelqu'un qui s'était chauffé à faire des exécutions et qui en a fait pour beaucoup trop de monde.
Moi, je voulais revenir aussi sur les badges que tu portes là sur ton uniforme, parce que tu es venu en uniforme pour les gens qui écoutent. Je sors de week-end. Tu sors de week-end scout justement. Qu'est-ce que ça représente les badges? Est-ce que certains sont uniques? Est-ce que c'est relativement des badges qu'on peut retrouver un peu chez tout le monde, selon les catégories, selon les objectifs qui ont été réalisés, selon les voyages? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Comment on en obtient? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, un peu plus en détail? Dans ce qu'on racontait tout à l'heure, il y avait les histoires des 6 axes de progression personnelle, Ouais. donc là qui vont être décomposés dans chaque tranche d'âge. Pour les photogénettes, en fait, il y a tout un compte sur un grand arbre. Donc en fait, quand on rentre dans cette dynamique, on a tous l'écusson du grand arbre. Et après, il y a 6 écussons particuliers en fonction des 6 axes de progression, qui correspondent à des sylphes qui sont soit des petits éléments de la nature qui portent un de ces axes de progression. Et on peut avoir du coup la promesse, principalement. Les scouts guides, maintenant ça a changé, donc ils font des odyssées et en fait ils suivent, ces axes sont découpés en constellations. D'accord. Donc voilà, ils ont pour le coup c'est des petits badges mais qui vont devenir aussi des écussons à coudre à long terme. Sur les pionniers caravelles, on parlait de Pierre du Cairn, donc moi j'ai l'ancienne un signe où en fait c'était un élément en métal où on venait coller les pierres, donc maintenant c'est plutôt des pierres qu'on accumule. Les compas c'était plutôt vis-à-vis de leur rôle et des projets qu'ils menaient. Et après quand on est chef, va y avoir des représentations particulières. Par exemple, quand t'as fini ton BAFA, grosso modo, t'as fait les deux semaines de formation plus la pratique, que t'as 2-3 ans dans ta mission, que t'es bien établi, tu peux avoir 2 bûchettes qui sont reconnues pour le coup elles internationalement. Dans l'organisation mondiale du scoutisme. Donc voilà, il y a des choses qui tiennent plus ou moins. Après, tu as en fait justement des insignes de tu as fait la première formation du BAFA, la deuxième formation d'approfondissement, tu as au moins 5 ans d'ancienneté dans le scoutisme, donc là c'est un notice-rang pour tous ceux qui sont pas chefs en fait et qui peuvent pas avoir les bûchettes, c'est un autre signe de reconnaissance. Là j'ai aussi une hache dans une bûche qui représente en fait que j'ai fait ma première formation en tant que formatrice. Ok. Que je me suis formée à devenir formatrice. Donc en fait, ils essaient comme ça de reconnaître l'engagement un peu à tous les niveaux, donc qu'on soit jeune ou qu'on soit un peu plus vieux, qu'on soit vraiment chef encadrant ou plus équipier soutien. Ouais, donc t'en as vraiment beaucoup qui sont possibles d'avoir en fait. Est-ce que t'as un maximum, toi, peut-être, par exemple, sur ton uniforme? Est-ce qu'il y en a que t'enlèves pour en mettre d'autres, peut-être? On va dire que c'était plutôt les badges de déco que j'avais eu que je dégage. Je garde vraiment les trucs de formation. Déco, Donc ouais, il y a un moment, il faut quand même faire un choix. Et après, il y en a d'autres aussi. Il y en a qui sont pour se retrouver entre nous, dans le sens où il y a des badges qui correspondent à l'appartenance. Moi, vu que je suis à Beauvais, par exemple, je vais avoir un badge qui va dire que je suis à Beauvais, que je suis partie de l'Oise, que je fais partie des Scouts et Guides de France. Et après, il y a retrouver, savoir un peu d'où tu viens aussi. C'est ça. Et après, il y a toute un dernier axe où là, c'est, on va dire, les badges souvenirs de ce qu'elle racontait, tout ce que tu vas vivre comme aventure. Et tu peux avoir des fois les organisateurs de ces aventures un peu qui vont réaliser des badges pour marquer que voilà, t'as participé à ça, t'as été à cet endroit-là. T'as fait par exemple le Jamboree en Corée du Sud. Ceux qui y étaient, ils ont un badge qui montre que voilà, ils étaient là-bas et ils ont vécu cette aventure. Ok. Écoute, merci Agathe pour toutes ces informations. Au plaisir. Merci pour tout ça. Est-ce que tu aurais un message à faire passer pour quelqu'un qui veut rejoindre les scouts, peut-être, qui veut s'informer, qui veut devenir scout finalement? De se rendre sur le site internet pour voir où est le groupe le plus proche de chez soi, mais de manière générale, en fait, c'est vraiment une question d'ouverture aux autres. Enfin, faut juste rentrer dans l'état d'esprit. Il n'y a pas besoin d'apporter la chemise et le foulard pour être scout, donc c'est juste se lancer et voir se faire plein de copains. Est-ce qu'il y a un site en particulier justement? Bon, on peut taper Scout et Guide de France. On trouvera finalement. Sur Internet. Ouais. Est-ce qu'on peut te retrouver toi quelque part? Est-ce que tu as des réseaux sociaux publics à partager ou Je suis pas trop dans le public. Pas particulièrement? Non. Ça marche. Bon courage pour la continuité de ton activité de cheftaine. Merci. Je vais me lancer dans mon BAFD. BAFD? Ouais. On te souhaite un bon courage pour ton BAFD dans ce cas-là. Merci. Et merci d'être venu dans Point sur Happiness. Merci à toi, Robin. Ça a été. Aussi. Merci à Péo aussi pour tes indications. Et on se retrouve du coup nous lundi prochain pour une prochaine émission ou une rediffusion. Très bonne soirée à tous. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée.
Tous les lundis de 20h à 21h sur Happiness, c'est point.